Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence débat autour du marché de la promotion immobilière en Côte d'Azur. Je suis Simon Chapuis, consultant depuis une petite douzaine d'années chez Adéquation et depuis peu directeur régional. J'aide les acteurs du foncier, de l'aménagement et de l'immobilier à mieux comprendre leur marché pour y développer leurs meilleurs projets et stratégies. Alors, avec moi aujourd'hui en coulisses, Anaïs Cloto, votre consultante référente territoriale en région PACA, ainsi qu'Alexandre Stenek, consultant chez Adéquation, qui s'est improvisé aujourd'hui modérateur du webinaire, régisseur. Grosso modo, c'est le couteau suisse de l'événement. Donc, ce nouveau format que nous vous proposons en 2021, crise sanitaire oblige. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un bilan chiffré de l'activité immobilière en 2020, ainsi qu'un éclairage sur les perspectives qu'Adéquation pressent pour 2021. Cela au niveau national dans un premier temps, puis décliné sur les marchés des Alpes-Maritimes et de l'Est varois. Ensuite, je vous propose un temps d'échange autour des thématiques suivantes. Quelles perspectives en Côte d'Azur et comment réécrire le marché en 2021? Quels effets prévisibles à l'augmentation des prix et comment y faire face? D'autres sujets pourront être évoqués. C'est aussi l'un des objectifs de cette conférence. Comment va se dérouler le live? Je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire à travers la rubrique chat. Vous pourrez également liker les questions des autres, ce qui aura pour effet de faire remonter les questions les plus plébiscitées en tête de file. Enfin, vous pourrez également participer à l'événement en demandant la parole, c'est-à-dire en écrivant sur le chat « j'aimerais prendre la parole ». Et puis, nous vous ferons monter sur scène à mes côtés. Oui, la technologie permet cela en 2021. Le support de présentation vous sera envoyé, comme chaque année. Et le replay de l'événement vous sera transmis automatiquement à la fin de la conférence. Je vous propose de débuter l'analyse par un premier graphique. Il présente l'évolution des ventes au détail de logements neufs ainsi que les prix moyens dans le neuf en euros du mètre carré. Cela au niveau de la France métropolitaine. Donc, si l'objectif aujourd'hui n'est pas de vous retracer l'historique du marché de la promotion, il permet néanmoins de comprendre certains éléments qui font le marché. Vous avez en graphe bâton l'évolution des ventes, réparties entre les ventes à occupants en vert foncé et les ventes à investisseurs, à travers les différents dispositifs de défiscalisation qui apparaissent tout au bas de l'écran. La courbe orange est celle des prix moyens au mètre carré dans le neuf. Alors on voit quoi? On voit que depuis les années, on voit que l'activité est cyclique, c'est-à-dire que depuis le milieu des années 90, on a pu observer 4 cycles de l'immobilier. Donc les périodes hautes succèdent aux périodes basses. En cycle haut, le marché de la vente au détail représente entre 120 et 130 000 euros. Et en période basse, plutôt 75 000 à 85 000 ventes environ. La courbe orange, celle des prix, augmente beaucoup à partir du début des années 2000. La part de vente à investisseurs oscille entre 40 et 60% selon la puissance du dispositif fiscal. Et donc, on voit que les ventes réalisées auprès des occupants comme des investisseurs représentent, selon les cycles, entre 40 000 ventes et 65 000 ventes annuelles. Je vous propose à présent de regarder plus précisément ce qui s'est passé sur la dernière période. On voit que le cycle haussier compris entre 2017 et 2019 a été amorcé dès 2015. Ce qui n'apparaît pas à l'écran, c'est qu'en 2019, on observe la conjonction de 2 événements. Donc le premier, c'est l'apogée du ralentissement des autorisations de permis de construire en période préélectorale. On observe en effet 18 à 24 mois en amont une baisse progressive des autorisations de PC qui peut atteindre en cumulé jusqu'à 25%. Deuxième événement, l'épuisement des réserves foncières du fait de leur surconsommation entre 2016 et 2019. La baisse de l'activité observée à partir de mi-2019
est le témoin, je vous l'annonce, d'une fin de cycle immobilier haussier. Les prix, enfin, ils continuent leur progression, en lien justement avec cette raréfaction foncière et des niveaux d'acquisition de plus en plus élevés, mais également la progression des coûts de construction. Il s'établit à 4 315 € hors stationnement, en moyenne dans le neuf à l'échelle nationale. Regardons maintenant ce qui s'est passé en 2020 plus précisément à travers 3 indicateurs. Le premier est celui des mises en vente. Le deuxième, celui des ventes nettes au détail, donc hors vente en bloc. Et enfin, l'indicateur de stock. On voit quoi ici? On voit qu'une chute de 42% des mises en vente, passant de 119 000 en 2019 à près de 69 000 en 2020. L'amenuisement de l'offre, et là c'est la triple peine, j'ai envie de dire, l'amenuisement de l'offre déjà existant a été renforcé d'une part par le confinement. Pendant cette période, grosso modo, rien ne s'est passé. Le contexte préélectoral, surtout sur cette année assez particulière, et a été renforcé par l'effet des retraits d'offres au détail redestinés à la vente en bloc. On parle ici du plan de relance de CDC Habitat et Action Logement, on y reviendra plus tard. Mécaniquement, il se passe quoi? Le nombre de ventes en baisse de 34%. Donc, on l'a vu, on arrive à un niveau relativement bas. La baisse a été moins importante qu'en 2008, lors de la crise financière, mais elle est plus importante qu'en 2012. Donc, 84 000 ventes nettes au détail contre 127 000 en 2019. Le stock, il arrive à un niveau plus qu'alarmant, puisqu'on est à moins de 80 000 logements disponibles à l'offre commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ces niveaux de stock, le marché ne répond plus à l'ensemble des besoins exprimés en logement, donc que ce soit en termes de typologie, en termes de gamme de prix ou en termes de géographie de l'offre. Si l'on regarde à présent justement la répartition géographique des ventes, et c'est un enseignement de cette année 2020, on voit que les gros marchés, à savoir Île-de-France et les métropoles, ont été le plus impactés en 2020. En Île-de-France, c'est moins 57% de mise en vente, donc c'est énorme, moins 45% de ventes, et un stock qui se réduit comme peau de chagrin à 12 300 logements en stock en Île-de-France. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids de l'Île-de-France perd 5 points, passant de 34% des ventes nationales à 29% seulement. Si l'on regarde les métropoles maintenant, la tendance est similaire, mais moins prononcée. La baisse des ventes est de 42%, donc comme à l'échelle nationale. Les ventes au détail baissent de 36%, avec 33 000 ventes réalisées au sein des métropoles. Et le stock, lui aussi, se réduit de l'ordre de 20% environ, 18% exactement, sur les grandes métropoles françaises. La part de marché des métropoles passe de 42% à 40% à l'échelle nationale. Donc finalement, c'est le reste du territoire qui a le plus résisté. Donc on parle de quoi? On parle de villes moyennes, on parle de zonage B1, voire B2. Voilà, sur le reste du territoire, la baisse a été seulement, entre guillemets, de 32% en termes de mise en vente, et les ventes ont davantage résisté, moins 19% seulement. Le stock se réduit aussi à moins 12%. La part de marché du reste du territoire progresse, elle représente désormais plus d'un tiers des ventes au niveau national. Regardons à présent le comportement des marchés au sein des grandes métropoles, avec ce qu'on appelle chez Adéquation la carte météo des marchés du neuf. Donc là apparaissent 2 indicateurs. Le prix moyen des ventes dans le neuf, en collectif libre, en 2020, et son évolution sur les 18 derniers mois. Le deuxième indicateur, plus bas, correspond à l'évolution des ventes, toujours au détail,
entre 2019 et 2020. Alors, il se passe quoi? Eh bien, on y voit un temps plutôt couvert sur l'ensemble de l'Hexagone, avec une grosse dépression sur le Grand Paris et la métropole de Lyon. C'est dans ces marchés les plus tendus que le manque d'offres a pesé fortement sur les niveaux de vente. La baisse des ventes a également été très marquée à Bordeaux, Nantes, dans le Franco-Genevois, avec moins 40% environ. De gros marchés jusqu'alors plus résilients se sont également contractés. Je pense aux métropoles de Marseille, celle de Lille notamment. Alors on pourrait croire à un climat plus doux dans les Alpes-Maritimes, avec seulement moins 29% de ventes au détail. Mais en fait, la baisse avait déjà été marquée en 2019, donc on y reviendra dessus en deuxième partie, quand on analysera plus spécifiquement les marchés qui vous concernent. On peut quand même dire que le département du Var tire son épingle du jeu. La baisse des ventes au détail est plus modérée et la tension sur l'offre moins prononcée. Si on regarde les prix à présent, bien on peut se dire que le mercure est clairement à la hausse, avec de fortes progressions dans les Alpes-Maritimes, à Lyon, en Île-de-France, à Aix-Marseille ou encore à Nantes, avec des hausses de prix comprises entre 8 et 10%. Moins prononcées mais tout de même élevées, elles sont comprises entre 3 et 7% dans le Franco-Genevois, à Rennes, Bordeaux, Toulouse ou encore Montpellier. Les températures ont été plus clémentes à Lille, Strasbourg et dans le Var, avec des progressions limitées, autour de 2%. Le constat, c'est simple, quasiment toutes les métropoles, à l'exception peut-être de Lille, de Grenoble et du département du Var, sont désormais dans l'œil du cyclone. Voilà pour le bilan de l'année 2020 au niveau national. Je vous propose à présent de faire le travail de prospective sur ce marché de France métropolitaine pour l'année 2021. Donc pour ça, on va voir un dernier graphique à cette échelle pour venir clore la première partie. C'est celui de la répartition des ventes totales. Donc ici, on parle de détail plus bloc. On a rajouté les ventes en bloc, alors que jusqu'à présent, on parlait uniquement des ventes en détail, en promotion immobilière, adressées par les opérateurs immobiliers. Donc, on reste sur l'échelle métropolitaine. Donc, ce graphique décompose les ventes totales à travers les différents segments. Donc, les ventes au détail, investisseurs et occupants. Donc, c'est la partie orange que vous voyez sur le graphique. Envers les ventes en bloc à destination de locatifs. Donc là, on parle de locatif libre, locatif intermédiaire et locatif social. Et enfin, envers flashy, on va dire, les résidences-services. Ce graphique nous montre quoi? Tout d'abord, il nous montre que sur la période haute, c'est-à-dire entre 2017 et 2019, les ventes ont été optimales. Autour de 190 000 ventes totales sur le territoire français. On y voit à cette époque que les ventes au détail représentaient alors 2/3 des ventes totales. Le solde se faisant principalement en bloc en locatif social. J'ai envie de dire à l'époque où les bailleurs avaient de l'argent ou plutôt avaient davantage de revenus locatifs. En complément, la progression des ventes en locatif intermédiaire autorisée par la loi Allure depuis 2014, ainsi que le segment de la résidence-service qui représentait jusqu'alors environ 7 à 8% de ventes. Il s'est passé quoi en 2020? Alors la première chose, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la baisse du nombre de ventes au détail, passant de 127 000 à 83 000 ventes. C'est donc la partie orange que vous voyez sur le graphique. On voit alors que les ventes au détail représentent seulement 50% des ventes totales. Et on voit donc
de nouveaux équilibres entre vente détail et bloc et l'émergence de nouveaux segments, notamment le locatif libre abordable contractualisé à travers le plan de relance et notamment l'opérateur CDC Habitat. Donc cette part progresse fortement en 2020 dans les ventes pour représenter 15%. On voit également toujours plus présent le locatif intermédiaire. La part du locatif social régresse puisqu'elle est directement corrélée aux mises en vente au détail sur les marchés pour ne présenter que 15% des ventes environ. Enfin, la résidence-service, dopée par l'appétence des investisseurs. Alors, j'ai oublié, pardon, pour les ventes en locatif libre, il y a également des investisseurs institutionnels qui sont de plus en plus présents sur ce marché-là, qui montent des foncières pour proposer des logements sur le segment résidentiel. Donc, la part de RS qui progresse en lien avec l'appétence des investisseurs institutionnels et celle des investisseurs particuliers en LMNP. Au total, les ventes totales sur le segment du résidentiel auront baissé en 2020 de l'ordre de 30 000 logements, soit moins 15%. Donc, d'un côté, les ventes au détail ont régressé de 34%, mais si on regarde l'ensemble du marché, à savoir détail plus bloc, la baisse est inférieure, elle est de 15%. Alors maintenant, comment peut-on imaginer l'activité en 2021? Donc, sur le graphe bâton en orange, on voit les ventes au détail. Eh bien, on pourrait imaginer le scénario d'une reprise partielle de l'activité de vente au détail, avec des ventes à occupants qui pourraient progresser dans de faibles proportions, naturellement, de l'ordre de 5 000 unités peut-être, soit remonter à près de 50 000 ventes. On est quand même loin des 65 000 ventes de 2019 ou 2018. Il s'agira donc par la suite de réfléchir à la manière de proposer sur le marché les 15 000 logements manquants. On ne va peut-être pas pouvoir les proposer de la même manière, à savoir sur le marché strictement libre et en pleine propriété. Les montages dissociants sont une solution pour reconquérir la part de ménage qui s'inscrit sur le segment abordable. Les ventes Pinel, maintenant, elles devraient stagner autour de 40 000 logements environ. D'ailleurs, il est possible qu'à l'avenir, les marchés soient moins portés par l'investissement locatif. On ne devrait ainsi pas atteindre à nouveau les 60 000 logements comme auparavant. Là aussi, il y a un écart de 20 000 logements. C'est l'occasion de les fabriquer peut-être autrement, car il semble nécessaire de maintenir cette production locative qui trouve preneur sur les marchés. J'en reviens d'ailleurs au graphique, puisque j'ai oublié de vous présenter quelque chose d'intéressant, c'est le segment du locatif. Et là aussi, cela vient démontrer les nouveaux équilibres qu'on peut voir sur le marché. Si on considère que les ventes réalisées en Pinel et les ventes bloc LLI libre ciblent les mêmes clientèles, à savoir des ménages en location, on voit que le nombre de ventes en locatif a évolué, passant de 75 000 en 2019 à 78 000 en 2020. C'est ce que vous voyez sur l'écran, locatif libre plus LLI. Donc en réalité, le volume a augmenté, c'est simplement la décomposition des ventes qui a été modifiée. Moins de ventes Pinel, plus de ventes en bloc, LLI et locatif libre. En vert clair maintenant, on peut imaginer un retour à la normale des autres marchés du bloc, avec tout de même le reliquat des programmes vendus en bloc à CDC Habitat et INLI, qui n'ont pas été actés en 2020, qui le seront sur 2021. On retrouve là aussi les ventes en bloc à institutionnels, qui montent des foncières pour fabriquer du logement locatif libre. En vert foncé, le volume de VFA en locatif social, qui pourrait légèrement progresser. En vert, les résidences-services, on imagine encore une progression autour de 17 000 logements environ. On l'a dit, porté par le regain d'intérêt de l'investissement institutionnel et l'appétence des investisseurs en LMNP. Donc, en conclusion, le volume global pourrait être légèrement inférieur par rapport à 2020, compris entre 160 et 162 000 logements
détail et bloc. Bien évidemment, plus tard, il sera possible d'en faire plus, mais sous condition. Retrouver les primo-accédants à travers le développement d'une offre en logement abordable, en trouvant des montages disruptifs, des montages dissociants. Voilà pour cette première partie. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir une vision globale des marchés, d'en comprendre les dynamiques actuelles et futures. Je vous propose de regarder maintenant le chat, voir un petit peu quelles sont vos réactions. Je vous invite à poser des questions. Alors, bon, déjà, on me dit qu'on m'entend, donc ça, c'est la première bonne nouvelle de la matinée. J'en profite pour répondre bonjour à tous. Y a-t-il des questions, Alexandre? Bon, bah, tout semble clair. Tout semble clair. Je vous propose donc de commencer la deuxième partie avec un bilan de l'analyse sur vos marchés des Alpes-Maritimes et du Var-Est. Je vous présenterai les chiffres clés 2020 avant d'entrer plus en détail dans les spécificités de chacun des marchés que compose le territoire. Concernant les Alpes-Maritimes, donc on le voit, la tendance, le département s'inscrit dans la tendance nationale de baisse fatalement. Vous avez ici, selon les années 2018, 2019, 2020, les mises en vente, les ventes au détail, les ventes blocs, donc les ventes totales, détail plus bloc, le stock et la part de vente à investisseurs. Il se passe quoi sur le 0,6? On voit que les mises en vente ont régressé de 22%, seulement entre guillemets. Donc là, si on regarde plus précisément le chiffre, on voit quoi? On voit qu'en réalité, la forte baisse de l'alimentation du marché a commencé à être observée dès 2019. Donc en réalité, on passe de 2350 à 1830, ça représente 22%. Mais si vous regardez en 2018, en exceptionnel, nous étions à près de 4000 logements mis en vente sur le marché. Ce 1830, c'est tout simplement le niveau le plus bas des années 2000, et peut-être même historiquement. C'est en lien avec la baisse de permis de construire, on pourra y revenir tout à l'heure, moins 15% de baisse de PSC à l'échelle nationale, moins 25% à l'échelle PACA. Si on regarde les ventes au détail maintenant, elles aussi régressent de près de 30%, avec 1790 ventes au détail. Là aussi, c'est très peu. On est loin des 2500 de 2019 et des 2900 de 2018. Les ventes en bloc compensent en partie la baisse des ventes au détail, avec près de 1500 logements en bloc. Donc 1500, on sait que CDC Habitat a acquis autour de 2000 logements à destination de locatifs libres et locatifs intermédiaires. Tous ces logements n'ont pas été actés en 2020, donc on aura un reliquat en 2021. Les ventes totales, donc qui régressent de 17%, on voit que finalement on est dans la tendance nationale, même s'il faut garder à l'idée que l'année 2019 était déjà fortement baissière dans le 0,6. Le stock, lui aussi, se réduit comme peau de chagrin. On est à 2550 logements disponibles à l'offre commerciale fin 2020. On est bien loin des 3000 et plus observés à la même époque, les années précédentes. Donc là aussi, dans le 0,6, on ne peut plus répondre aux demandes des acquéreurs, qui est toujours présente, donc sur les typologies, les gammes de prix, la géographie de l'offre. Enfin, la part de vente à investisseurs, elle stagne, elle perd même un point, on est à peu près à la moitié des ventes au détail qui sont réalisées auprès d'investisseurs particuliers. J'ajoute également que la part de vente en secteur aménagé représente 20% de ventes, en baisse de 7 points par rapport à l'année dernière.
Voilà, je vous propose de regarder maintenant plus en détail chacun des marchés. Ah, je vois une question qui apparaît. Pouvez-vous nous préciser, donc bonjour Thomas, pouvez-vous nous préciser la répartition LLS, LLI libre LAC des 1500 logements vendus en 2020? Alors, je ne peux pas le faire tout de suite, Thomas, mais on pourra toujours en discuter plus tard. Notre observatoire du logement neuf permet de connaître la destination des ventes en bloc, à savoir bailleurs ou institutionnels. On pourra en parler. On pourra en parler plus tard. Je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, donc je vous propose de continuer ma démonstration. Merci en tous les cas pour cette question. J'invite tout le monde à en poser de la même manière. Donc, regardons à présent et décomposons le marché du 06 en sous-secteurs. On voit quoi? On voit ici que les marchés directeurs, les plus gros marchés, sont ceux qui ont le plus été impactés en 2020. Donc, c'est la zone de Nice principalement, mais aussi le marché Antibois qui est en grande difficulté, la zone de Cannes, la zone de Menton. Donc, à Nice, il s'est passé quoi? Les mises en vente ont diminué de 24%, donc faisant suite à une baisse déjà prononcée en 2019 de 45%. Donc, on est vraiment très bas sur la zone de Nice. Les ventes au détail ont baissé de 35%. Et les investisseurs sont moins présents, représentent 58% de ventes, soit moins 9 points par rapport à 2019. Le prix augmente, c'est un marronnier de près de 6%. L'activité se réalise principalement à Nice, à hauteur de 63%, Cannes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. Second marché du département, la zone d'Antibes. Elle poursuit le ralentissement amorcé en 2018, avec en 2020 une baisse sensible des mises en vente de 45% et des ventes au détail de 34%. On a eu 350 ventes en bloc. On est clairement sur un marché en difficulté. Pour mémoire, le marché Antibois, il a connu jusqu'à 600 ventes au détail en cycle haut, contre seulement 240 en 2020. Le stock baisse de 24%. Les investisseurs sont toujours présents, ils représentent plus de la moitié des ventes. Inexorablement, les prix continuent de progresser de 100 € du mètre carré, encore une fois en 2020, soit 5 900 € le mètre carré hors parking. L'activité se fait à Antibes à hauteur de 50% et à Villeneuve-Loubet principalement à hauteur de 28%. Si l'on regarde le marché cannois maintenant, on le sait, le marché cannois, depuis plusieurs années, peine à proposer une offre, que ce soit en volume ou en gamme de prix. L'offre nouvelle chute de 54% et les ventes sensiblement dans les mêmes proportions. Là aussi, les ventes en bloc de 126 logements compensent en partie cette faible activité. Le prix moyen des ventes dépasse 10 000 € du mètre carré en lien avec la commercialisation d'un programme sur la Croisette. Regardons à présent la zone de Menton. La zone de Menton, vous le savez, il s'agit d'un marché particulier où les opérations semblent plus difficiles qu'ailleurs à se monter et les commercialisations également. Donc là, on pourrait se dire qu'on est dans un cycle baissier. En réalité, je pense plutôt qu'on est sur un retour à la normale après une année 2018 qui fut exceptionnelle. Donc, on reste sur un marché de taille modérée, on va dire. La part des ventes en bloc qui est la plus élevée, elle représente 40% des ventes. Le stock disponible s'amenuise dans les mêmes proportions. Les prix explosent en lien avec les ventes réalisées au sein de 2 programmes à plus de 10 000 € du mètre carré à Aise et Roquebrune, Cap-Martin, mais aussi à l'augmentation des prix à Beau-Soleil de plus de 20%. Donc l'impact est significatif sur les prix, plus 26%. Si on regarde maintenant les marchés d'arrière-pays, le Pays Grassois, donc c'est un marché qui se développe, il représente autour de 150 ventes au détail et autant, voire plus de ventes en bloc. Les prix se stabilisent, on est là clairement sur les gammes intermédiaires du marché, donc qui répondent davantage aux besoins des ménages en termes de
de gamme de prix. On est à 4 350 € du mètre carré, relativement stable. C'est le marché qui a le mieux résisté. À nuancer parce qu'il reste de petite taille, bien sûr. Grasse porte 2/3 de l'activité. Le moyen pays niçois. Donc là, on fait suite à une année 2019 très dynamique. Le marché y résiste. Malgré sa faible alimentation, les ventes se maintiennent, profitant d'un stock généreux en début d'année. Il est aujourd'hui en situation de sous-offre. Là aussi, les prix sont plutôt bas. Ils s'y stabilisent à 4 100 € du mètre carré. L'activité s'est développée à Carros, Draps, Saint-Martin-du-Var. Pour finir, le marché du Pays Vensois a enfin été alimenté, alléluia, de près de 200 logements, un niveau jamais égalé depuis 2015. Les ventes, en revanche, elles ont plafonné autour de 100 ventes totales, des tailles plus blocs. Les prix progressent de 6% à 5 800 € le mètre carré, stationnement inclus. Je regarde à nouveau s'il y a des questions. Non, c'est toujours pas de questions. Je vous propose ainsi de regarder maintenant ce qui s'est passé à l'échelle du Var-Est. Donc le bilan est un petit peu différent. La baisse des mises en vente est plus prononcée, mais à l'inverse du 0,6, on part d'une année 2019 qui était plutôt dynamique. Donc en fait, la baisse, certes, elle est plus prononcée, mais c'est parce que l'année 2019 a été bonne. En revanche, le niveau de vente s'est plutôt maintenu, avec 1020 ventes nettes et seulement 17% de baisse. On est clairement sur un marché qui oscille entre 1000 et 1300 ventes par an. Élément important dans le Var-Est, c'est les ventes en bloc, réalisées à Fréjus, Hyères, Saint-Raphaël, j'en oublie peut-être, Sanary-sur-Mer, Sifour-les-Plages, Draguignan. Elles sont venues doper l'activité pour représenter plus de 900 logements en 2020. Donc en réalité, sur ce marché, les ventes totales, tenez-vous bien, progressent. On est en progression de 7%. Donc la conjonction de ces deux événements, chute brutale des mises en vente et augmentation des ventes, fait que, mécaniquement, le stock baisse de 36%. Mais il reste supérieur à 1000 logements, soit une tension beaucoup moins prononcée que dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est clairement des deux marchés, le marché qui se porte le mieux. La part de vente à investisseurs progresse de 6 points, donc ce n'est pas neutre. Elle représente désormais près de la moitié des ventes. Et la notion de prix, alors on ne l'a pas sous les yeux, mais on peut indiquer qu'après avoir fortement augmenté en 2018, ils sont stables depuis 2 ans à 4 850 € du mètre carré hors stationnement. On rentrera plus en détail sur cette notion de prix en troisième partie. Dernier indicateur qui n'apparaît pas à l'écran non plus, la vente en secteur aménagé, elle est très faible. Elle représente tout juste 4% du marché. Regardons à présent la décomposition et l'analyse par les différents marchés que compose le Var-Est. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez compris, de vous expliquer quels sont les indicateurs qui sont mis en avant. Donc, on a le volume de vente net en 2020 avec la taille du rond qui est proportionnelle au nombre de ventes. Vous avez également le volume de mise en vente en 2020 et son évolution entre 2019 et 2020 par le biais d'une petite flèche. Le prix moyen au mètre carré des ventes en collectif hors stationnement en 2020 et l'évolution de l'offre commerciale. J'ai une petite question. On vous a promis d'être interactif, donc je me permets de couper la présentation pour essayer d'avoir le plus d'interactivité possible avec vous. Donc Jean-François Quay, bonjour Jean-François. Bonjour Simon, avez-vous des précisions sur l'évolution de prix de charges foncières et plus spécialement sur le marché anti-bois?
Écoutez, encore une fois, je n'ai pas de chiffres précis qui me permettraient de donner l'évolution. J'imagine qu'elle suit la tendance haussière. On sait qu'on a des niveaux de charges foncières qui sont super élevés, qui dépassent même l'entendement quelquefois. Donc ça, c'est ce qui a été observé sur tous les marchés métropolitains en 2020. En effet, Jean-François, cette question des charges foncières est très importante. Quand on voit les niveaux de charges foncières pratiques aujourd'hui, les coûts de construction qui vont encore évoluer probablement en lien avec la nouvelle réglementation thermique à partir de juillet, on peut de manière quasi certaine déjà se dire que les prix vont continuer à augmenter dans le 0,6, c'est sûr, pour 2021. Donc Jean-François, je te propose d'évoquer cette question lors de la deuxième thématique, en troisième partie, sur la progression des prix et comment y faire face. Merci beaucoup pour cette question. Bruno, bonjour à toi Bruno. Quel est le nombre de permis de construire en souffrance en 2020 sur les Alpes-Maritimes? Quel impact des effets en 2021 à attendre? De mémoire, la FPI a évoqué plus de 1000 permis en souffrance à l'échelle du 0,6, donc des permis qui n'ont pas été, qui sont, disons, en stand-by ou en recours, et dont en fait qui sont dans les tuyaux, mais qui ne peuvent pas partir, qui ne sont pas encore autorisés. Si on en ajoute à cela les recours, on est clairement sur le département 06, sur un problème d'autorisation de PC, manifestement d'après les chiffres, hein, ce n'est pas un jugement, mais d'après les chiffres, c'est en effet le cas. Retour au direct, on parlait des marchés du Var-Est, merci Anaïs. Tout simplement, dans le Var-Est, on voit un rééquilibrage des marchés, à savoir la progression du moyen pays, désormais 30% des ventes globales. Donc ça, c'est quand même un enseignement. On l'a dit, hein, la géographie des ventes évolue avec davantage d'activités en arrière-pays. Donc ça, c'est un phénomène intéressant, là où les prix sont moins chers, bien sûr, au détriment de Fréjus-Saint-Raphaël, qui représente 39%, et du golfe de Saint-Tropez, 31%. Ce dernier ayant moins connu de vente en bloc. Comment s'est passée l'activité à Fréjus-Saint-Raphaël? Alors là, pour le coup, on peut dire que ce marché a été grandement aidé par l'acquisition en bloc de 415 logements au travers du plan de relance. C'est un marché qui a accusé la plus forte baisse des mises en vente, enfin la plus forte baisse tout court, hein, moins 22% des ventes et moins 31% de ventes au détail, compensé donc par ce fort volume de VEB. Donc en fait, à Fréjus-Saint-Raphaël, on est à près de 340 ventes au détail. Pour rappel, c'est un marché qui a absorbé jusqu'à 600 voire 700 ventes au détail entre 2016 et 2017 et qui depuis a entamé sa décroissance. Malgré ce déstockage, on reste sur un marché offreur aujourd'hui. Les prix ne varient pas, autour de 5 200 € le mètre carré. Les investisseurs ont représenté près de la moitié des ventes, avec plus 7 points. Le golfe de Saint-Tropez, maintenant, donc malgré un faible renouvellement de l'offre, les ventes se sont maintenues à la faveur d'une stabilisation de prix de l'ordre de 5 200 € le mètre carré. Et là aussi, grâce à l'appétence des investisseurs, leur part progresse à 48%, soit plus 10 points. En fait, on voit que dans les trois marchés du Var-Est, dans ces deux premiers marchés du Var-Est, les parts à investisseurs ont fortement augmenté, ce qui explique le plus 6 points observés à l'échelle de ce marché-là, au global. Golfe de Saint-Tropez, c'est quoi? C'est 45% des ventes à Cogolin, 23% des ventes au Lavandou. Enfin, le moyen pays. Donc, l'alimentation du marché avait été soutenue en 2019, au point que le stock avait gonflé. Un peu comme à Fréjus, on observe un rééquilibrage des mises en vente
Et là aussi, le déstockage massif à travers les ventes en bloc ACDC Habitat, notamment, mais pas que, bien sûr. Les ventes en bloc représentent 350 unités sur ce marché-là. Donc là aussi, ça a permis tout simplement de rééquilibrer le stock. Le prix se stabilise sur des niveaux relativement bas. On est clairement sur l'entrée de gamme du marché de la Côte d'Azur à 3 300 € le mètre carré. Voilà. J'espère que vous savez à peu près tout de vos marchés de la Côte d'Azur. Je peux voir s'il y a des questions qui ont été posées. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Si, j'ai une question qui a été remontée. Bonjour Simon. A-t-on une référence meilleure année sur le secteur de Nice? Sur le secteur de Nice, je suppose qu'il s'agit de 2018. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le pic haut à l'échelle des Alpes-Maritimes, représenté forcément par son marché directeur qui est le marché niçois. Je suis désolé, hein, il y a des petits blancs, mais c'est pas grave. On est en direct, on interagit. Ah, une autre question. Alex, une autre question. Merci Simon. Quel impact de la pénurie de l'offre sur les prix en 2021? On l'a évoqué, hein. La pénurie de l'offre, très basiquement, a pour effet une augmentation des prix, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, estimer quelle va être la progression des prix, c'est difficile à dire. Je pense qu'elle sera minima de l'ordre de 5%, pour les raisons évoquées tout à l'heure, le renchérissement des coûts de construction et les niveaux de charges foncières évoqués par Jean-François Quay tout à l'heure, qui sont encore aujourd'hui de plus en plus élevés. Nouvelle question. Bonjour, du coup, la grosse baisse sur Nice en 2019 puis en 2020, est-ce un retour à la normale si 2018 était la plus grosse année? Oui, bien sûr. Bien sûr, on rejoint la notion de cycle comme on l'a vu au niveau national. C'est tout simplement qu'on est dans un cycle bas. Ce n'est pas un retour à la normale. Le retour à la normale serait finalement la médiane entre le cycle haut et le cycle bas. Donc aujourd'hui, on est clairement dans un cycle bas. On va réfléchir tout à l'heure de manière collective à comment réécrire le marché en 2021 et quel nouveau dispositif pourrait-on imaginer ou quelle nouvelle manière de réfléchir à proposer une offre nouvelle on pourrait imaginer les acteurs que vous êtes. Voilà, beaucoup de questions. Bonjour, quelle est la part investisseur dans le moyen pays Est? Dans le moyen pays Est, on est en baisse, en effet, vous faites bien de le relever. On est à 53% de vente à investisseurs, moins 6 points par rapport à l'année précédente. C'est le seul marché du VAR dont la part à investisseurs a légèrement baissé, probablement en lien avec du zonage B1 et B2. Monsieur Couteau, bonjour. Je serais ravi de vous entendre tout à l'heure sur les montages dissociants en tant que représentant de Gambetta. Merci également pour cette présentation. Avec le Covid, qui sont nos acquéreurs aujourd'hui et sont-ils capables de supporter les prix? Alors, qui sont les acquéreurs aujourd'hui? Permettez-moi à tous de vous renvoyer la question tout à l'heure, puisque c'est vous qui connaissez les acquéreurs dans les bulles de vente. Et je suis très curieux de savoir, en effet, si l'impact du Covid a été fort en Côte d'Azur, en lien avec peut-être une part plus élevée de résidences secondaires qu'ailleurs. Donc, est-ce que les étrangers sont venus acheter en 2020? Vous me direz. Pour la deuxième partie de la question, sont-ils capables de supporter les prix? On en revient sur
sur l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'en fait, plus les prix sont élevés, moins on arrive à attirer des acquéreurs, plus on désolvabilise les ménages des classes intermédiaires, mais pas que, hein, à ces niveaux de prix, on désolvabilise aussi les ménages de classe moyenne supérieure. Donc en réalité, on voit que les acquéreurs sont soit une demande exogène au territoire, au fort budget, on le sait, historiquement, la clientèle étrangère de ménages d'âge mûr au niveau de revenus élevés achète ici. Je suis moins convaincu chez les primos qui peut-être ont tendance à reculer dans l'arrière-pays, en tous les cas ne trouvent clairement pas une offre adaptée dans le neuf. Là aussi, je suis ravi que vous posiez la question. On pourra évoquer le cas, par exemple, de nouveaux montages type BRS tout à l'heure. Je vous propose de continuer avec une dernière analyse avant d'attaquer justement le temps d'échange. Enfin, oui, continue Anaïs. Voilà. Je dis une dernière analyse parce qu'on est sur le temps d'échange officiel, mais avant d'échanger à bâton rompu, je voudrais quand même amorcer le sujet en vous présentant les perspectives qu'on imagine sur votre territoire, la Côte d'Azur, pour 2021. Donc, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure au niveau national, je vous propose ici de décomposer le marché des ventes en bloc plus détail à l'échelle des deux départements, les Alpes-Maritimes et cette fois-ci le Var dans sa totalité, pour une question de disponibilité de chiffres, bien évidemment. On n'a pas pu, pour une partie des chiffres, découper le Var en deux. Donc, on regarde ici la totalité du Var. On va peut-être pas revenir sur les mécanismes qui ont été observés au niveau national, hein, à savoir des années très dynamiques entre 2017 et 2019, avec également une part beaucoup plus importante de vente au détail jusqu'en 2019 au profit de vente en bloc à partir de 2020. Donc ça, ce constat-là, on l'observe également sur vos marchés, bien évidemment. Que peut-on dire? Je vous propose de regarder ce qui s'est passé en 2020 et puis d'évoquer ensemble les perspectives 2021. Donc sur 2020, on l'a vu, la part de vente au détail a régressé, que ce soit dans le 0,6 ou dans le 83. Donc c'est le petit bâtonnet bleu. OK. Si l'on regarde, donc correspondant aux ventes au détail, pardon, si l'on regarde en vert clair, on retrouve nos ventes en bloc LLI et locatifs libres, dont le poids au sein du département 06 atteint 28% en 2020, donc c'est même supérieur à la moyenne. Dans le Var, sa part est nettement plus importante en 2020 aussi, elle atteint même 39% des ventes totales, ce qui est très élevé. Ça rejoint l'indicateur de vente en bloc qu'on a vu précédemment, les 900 logements. Une grosse partie d'entre elles s'est réalisée sur du LLI et du locatif libre. Un cran plus haut, en vert foncé, on retrouve nos logements locatifs sociaux. Donc là, on voit une baisse. J'ouvre une parenthèse sur le locatif social. On voit que dans le bilan des logements aidés publié par l'État, 54% des logements sociaux ordinaires neufs sont produits en VFA par les promoteurs au niveau national. Tenez-vous bien, cette part grimpe à 73% en PACA. Donc la FPI indique même que sur les 1800 logements sociaux validés par le préfet l'an dernier, 1500 sont réalisés par des promoteurs privés. Donc en PACA plus qu'ailleurs, ce sont les promoteurs immobiliers qui construisent le logement locatif social. Je ferme la parenthèse. Donc la baisse du LLS prévisible pour 2020, en réalité, elle est liée à la baisse d'activité au détail des promoteurs. J'accélère un petit peu, veuillez m'en excuser, je vois qu'il nous reste 10 minutes. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Donc pour 2021, ce qu'on peut imaginer, donc là aussi une reprise partielle de l'activité de vente au détail, même si dans le 0,6, le retard accumulé ne laisse pas espérer des volumes bien supérieurs à ceux de 2020. Donc, par conséquent, l'activité devrait on devrait maintenir être sur des niveaux très bas.
En lien direct, on l'a vu, les ventes en bloc locatif social qui devraient régresser, autour de 500 logements environ et peut-être 350 dans le Var. Le reliquat des logements LAI et LAC, on en a parlé tout à l'heure, qui est estimé à 1000 logements environ, uniquement sur ce segment-là, auquel il faudra ajouter, là aussi, encore une fois, les ventes en bloc institutionnelles, grâce à cette attractivité locative retrouvée et moins risquée du résidentiel par rapport au commerce ou au bureau. Enfin, une poursuite de la tendance observée sur l'ARS, donc qui répond à des besoins structurels et sociétaux et à une véritable appétence des investisseurs privés comme institutionnels. Voilà, je suis désolé, on est allé vite sur cette dernière partie. J'aimerais vous faire réagir. Est-ce qu'on considère qu'on a un problème structurel de l'offre en Côte d'Azur? Ou est-ce que vous, acteurs de l'immobilier, de quelle manière pourriez-vous réfléchir à une sorte de plan de relance foncier pour retrouver des volumes d'activité, disons, qui soient plus élevés? Donc, j'entame le débat et je vais voir si vous avez des questions. Bruno, quelle référence d'opération, nombre, valeur et éclairage avez-vous sur le dispositif spécifique du BRS, sur le 06 en particulier? Sur le BRS, on doit avoir 4 ou 5 programmes qui ont été commercialisés. Un à Cannes-la-Boca de mémoire, un autre, Anaïs, est-ce que tu peux m'aider? La Croix-Valmer, en effet. Je peux essayer de retrouver mes notes. Voilà, Croix-Valmer. Donc, les références, on est sur des prix compris sur des réductions comprises entre 30 et 45% des valeurs de marché. Donc, on peut parler du BRS, hein, c'est le moment. Ce montage qui permet de dissocier le foncier du bâti commence à être de plus en plus important. On voit que 4 groupements, 4 OFS existent en PACA. Est-ce que c'est l'opportunité ici de proposer une offre plus adaptée pour les ménages? On voit que c'est quelque chose qui fonctionne, pour l'avoir bien analysé chez Adéquation. On va dire, c'est un segment de marché qui vient se substituer, alors peut-être pas à l'accession en pleine propriété, mais en tous les cas, permet une période transitoire de capitalisation pour capitaliser et se générer un apport pour ensuite accéder à la pleine propriété. Donc, on est plus dans une logique de logement, de mensualité qui permettent de capitaliser un peu d'argent pour ensuite, en seconde accession, pouvoir accéder au marché. J'aimerais qu'on reste, alors je vois que des questions apparaissent, mais j'aimerais qu'on reste sur cette thématique-là. Est-ce que l'un d'entre vous veut venir me rejoindre, tout simplement veut prendre la parole sur cette thématique du BRS? Je crois savoir que donc M. Couteau est là, du groupe Gambetta. Je crois savoir que des personnes de chez Erilia sont également là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez évoquer ce dispositif qui pourrait permettre de dynamiser les volumes d'activité? On voit que ces opérateurs ont pour objectif de développer environ 200 logements chaque année. Donc, on se rend vite compte que 200 logements sur les 4 OFS, ça représenterait un certain volume. Cela permettrait de retrouver en masse la clientèle de primo-accédants, notamment, qui suscite une forte demande, mais demande qui n'arrive pas à trouver satisfaction sur les marchés. Est-ce que certains veulent évoquer le sujet? Non. Bon, bah écoutez, on enchaîne. Il nous reste 5 petites minutes. Je vous propose à présent… Oui.
Je vous propose à présent d'attaquer la deuxième thématique. Je suis vraiment désolé, l'heure tourne. Je vois des questions. Oui, dites-moi. Je fais venir Laurent Couteau sur scène. Ah, super, super. Monsieur Couteau veut témoigner. Je vous remercie par avance sur cette thématique du BRS, j'imagine. Donc on peut peut-être le faire intervenir. Je suis désolé, ce sont les aléas du direct. Donc, Monsieur Couteau veut intervenir, c'est ça? Ok, faisons-le venir sur scène. Vous m'entendez? Monsieur Couteau, bonjour, oui, nous vous entendons. Merci beaucoup d'intervenir. J'ai entendu votre appel sur le, sur le BRS. Et effectivement, c'est un dispositif au niveau du groupe Gambetta que l'on teste depuis maintenant 2 ans, avec effectivement 2 opérations, une sur Calle-la-Boca, Villa Nova, et une sur la Croix-Valmer. Alors, sur la partie commerciale, effectivement, le Covid a amené quelques difficultés et on a des acquéreurs qui sont relativement fragiles et qui ont, certains ont désisté, mais on a réussi à revendre ces appartements. Donc, c'est 2 opérations commerciales qui fonctionnent à peu près normalement. On se rend compte avec l'évolution de notre façon de travailler qu'il y a malgré tout des critères sur lesquels il faut rester absolument dans des maximums. C'est-à-dire que aujourd'hui, les charges foncières, on considère qu'on ne peut pas aller au-delà de 550 à 600 euros du mètre carré surface de plancher. Que les terrains sur lesquels on va réaliser les opérations doivent être des terrains simples parce qu'on ne peut pas supporter des coûts de travaux supérieurs à 1500 à 1600 euros du mètre carré. Voilà. Et en réalité, il faut qu'on ait une redevance maximale qui ne dépasse pas les 2 euros du mètre carré habitable, qui après ne serait plus supportable par les acquéreurs. Voilà. Donc il faut qu'on reste dans une gamme de prix, de coûts, de coûts de remboursement qui permettent à l'acquéreur qui est trop pauvre pour aller en parc HLM et qui est trop riche et qui n'est pas justement assez riche pour aller dans le parc résidentiel. Donc, il faut que la redevance plus le remboursement de crédit correspondent à peu près à un loyer du marché libre. Donc, pour ce faire, on est obligé d'avoir une décote minimum d'environ 30%. Et plus la décote est importante entre le prix du marché et le prix de vente de nos appartements BRS, c'est mieux pour l'acquéreur. Voilà. Donc, on est vraiment sur un marché qui est une niche. On tente de l'appliquer assez fréquemment, le plus souvent possible. On a d'autres opérations qui vont voir le jour, j'espère, dans les mois qui viennent, avec des permis de construire difficiles à obtenir comme tout le monde. Il y a une chose qui est importante et que je voulais également préciser pour ce BRS, c'est que la DDTM, au niveau du contrôle de légalité, à partir du moment où une commune est carencée, refuse que le BRS soit substitué au locatif social. Et donc, elle impose la réalisation du locatif social. Donc ça, c'est un point très, très important. Qu'on soit dans une SMS ou une commune carencée, le locatif social est toujours à réaliser. Donc, on peut le faire en plus. Par contre, avec le carencé, on peut substituer le locatif social au BRS. C'est ça. Il me semblait que le BRS entrait en compte dans le décompte de la loi SRU. Alors ça, d'un point de vue politique, c'est formidable parce qu'effectivement, le bail réel solidaire rentre dans le décompte SRU et il l'est de façon pérenne. C'est-à-dire que si on considère le PSLA est bloqué à 5 ans, le BRS, c'est vitam aeternam. Oui, parce que pour expliquer, si toutefois des personnes ne connaissent pas exactement le dispositif, contrairement aux dispositifs d'accession aidée qui sont une aide finalement en one-shot, en réalité, le BRS a cette pérennité-là de proposer une offre abordable pendant toute la durée, pendant toute la durée de vie, c'est-à-dire pendant plus de 100 ans finalement.
C'est-à-dire qu'on imagine aussi que le fait de ce produit va créer un second marché. Vous allez avoir un marché libre et vous allez avoir un marché BRS. Parce que effectivement, le propriétaire reste propriétaire à vitam aeternam et le bail réel solidaire, donc ce fameux bail, à chaque session est renouvelé pour 80 ans. Donc c'est une formule, une forme de bail amphithéotique, mais qui, elle, est pérenne et reste, voilà, le propriétaire restera propriétaire de son appartement toute sa vie s'il le souhaite. Il pourra le transmettre à ses enfants à la condition de rentrer dans les critères, effectivement, des acquéreurs, hein, de niveau de revenu. Et ils pourront appliquer une indexation sur l'IRL. Alors, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'un marché classique. Par contre, ça permet à des jeunes actifs de pouvoir devenir propriétaires, de payer effectivement cette redevance qui paye le prix du terrain en réalité, hein, et dans un second temps, capitaliser sur une partie de remboursement, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec un loyer classique qui jette par la fenêtre complètement. Donc, c'est un super dispositif qui fonctionne très très bien, mais qui effectivement a des limites financières qu'il ne faut pas dépasser, sinon ça ne marche pas. Tout à fait. On se rend compte qu'en effet, cela représente une première étape dans le parcours résidentiel en accession, donc avec des loyers inférieurs à ceux du marché locatif libre, tout en étant donc, alors pas en pleine propriété certes, mais en capitalisant pendant une certaine période, hein, puisque finalement on se rend compte que la durée moyenne d'occupation d'un logement c'est 7-8 ans, donc de capitaliser pendant cette période-là pour ensuite potentiellement accéder à la pleine propriété en ayant capitalisé. On a fait des simulations, mais on peut avoir des apports jusqu'à 40-50 000 euros au bout de 8 ans et sortir de ce BRS, charger le BRS à d'autres ménages qui seront éligibles, bien sûr. Et intégrer par résidentiel. Voilà. Nous sommes un peu... Merci beaucoup, Monsieur Couteau, pour cette éclairage. Je vous remercie. Excusez-moi il faudrait me prévenir parce qu'il faudrait que je prépare les choses. Ce serait peut-être vous maîtrisez le sujet, mais c'est vrai qu'on vous a sollicité. Vous avez répondu favorablement. Je vous en remercie. Bonne journée. Bonne journée. On va bientôt terminer, enfin on va pas terminer, pardon, mais on va aborder la deuxième thématique. On répondra à vos questions plus tard, bien évidemment. Je vois que l'heure tourne. Je voudrais juste que l'on aborde la deuxième thématique qui est celle de l'augmentation des prix, comment y faire face. Pour cela, nous vous proposons, avant d'entamer les débats, de vous présenter notre nouvel outil Fil qui est de manière digitalisée. Donc, vous voyez la démonstration à l'écran, qui donc remplace le format papier PDF que la plupart d'entre vous connaissez. Donc, qui permet aux abonnés de consulter en ligne et très facilement l'ensemble des indicateurs de marché, d'en suivre au plus près les évolutions. J'en profite pour vous dire aussi que des séances de prise en main de l'outil vous seront proposées prochainement, même si je sais que la plupart d'entre vous ont déjà été sollicités pour cela. Donc, vous pouvez voir en même temps Anaïs qui va chercher le prix moyen dans le 0,6 à l'aide de filtres. Voilà, sur la forme urbaine, le collectif, bon, les indicateurs qui vous sont familiers, Voilà, vous allez chercher l'information. Il n'y a pas de surcoût, bien évidemment. Cela correspond plutôt à l'ère du temps. Et j'en profite pour lancer donc ce dernier débat sur l'augmentation des prix. On l'a vu, les prix continuent leur progression. Donc, comment les prix ne cessent de croître? Comment servir les primo-accédants, de manière générale les populations locales? J'aimerais avoir votre retour sur cette notion de prix. Qu'est-ce qui se passe dans le 0,6? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Donc, on a répondu en partie à la question, enfin à cette problématique-là avec le BRS, donc qui permet quand même d'avoir des prix d'acquisition largement inférieurs à 30%. Donc, on n'est pas en pleine propriété, certes, mais c'est un dispositif qui est amené à être développé, qui est pérenne, qui a de nombreux avantages, que ce soit pour les collectivités, mais aussi pour les acquéreurs.
donc on l'a compris, qui sont propriétaires du bâti et qui louent à l'OFS une redevance qui varie généralement selon l'OFS entre 1,5 € et 2,50 € par mètre carré par mois à titre du foncier. Y a-t-il des questions? Bonjour Benjamin. Comment envisagez-vous les nouvelles impositions de typologie, 40% max de T1 et de T2 sur le secteur niçois en termes de prix de vente? Je suis d'accord, Benjamin, c'est une véritable question. On sait que spécifiquement sur on va dire le 06 et la métropole de Nice, le profil des programmes était très orienté sur des petites typologies qui avaient pour effet d'augmenter mécaniquement le prix moyen au mètre carré de ces programmes. Donc, je vous rejoins. Si on se dit que dorénavant, on pourra faire 40% max de T1, de T2, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, visuellement, des prix moyens au mètre carré qui seront un petit peu décotés, puisqu'on doit nécessairement avoir une dégressivité du prix moyen au mètre carré si on a davantage de grandes typologies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va moins toucher d'investisseurs très friands de ces petites typologies. Et ça veut dire peut-être qu'il va être plus compliqué d'écouler les programmes. Puisque si on se coupe d'une partie de la clientèle d'investisseurs sur ces petites enveloppes de prix unitaires, restera, comme on appelle chez nous, les gros bébés, les T3 et les T4. Les T4, je vais vous donner à titre d'information les prix unitaires moyens à l'échelle du 0,6. Il faut savoir que les prix ont augmenté de 13 000 € en T2, donc on est à 370 000 € en prix unitaire moyen en T2. Non, excusez-moi, ça c'est le prix unitaire moyen. Donc en T2, on est à 263 000 € stationnement inclus. On est à 390 000 € stationnement inclus en T3. Donc ça veut dire que si vous avez une part très importante de T3, il va falloir écouler des logements à 390 000 €. Donc on a vu que la clientèle de ménage, enfin que les ménages locaux, n'ont pas des budgets extensibles. Donc les T4, après j'en parle même pas, on est à plus de 600 000 € en moyenne à l'échelle du département. Donc il faudra s'organiser autrement. Il faudra prévoir des temps d'écoulement, peut-être des durées d'écoulement un peu moins dynamiques, et réfléchir autrement pour proposer des grandes typologies qui soient un peu moins chères en termes de prix unitaire. Simon, peux-tu nous préciser si le prix de vente moyen de 6 560 en 2020 dans les Alpes-Maritimes est hors ou y compris stationnement? On est hors stationnement, puisqu'on a dit stationnement inclus, on est à plus de 7 000 € le mètre carré. Alors sur cette notion de prix, 7 000 € du mètre carré PKI dans le 0,6, il faut savoir qu'il y a déjà il y a une grosse partie, l'augmentation elle est de 6% de mémoire. Il y a au moins la moitié qui est basée uniquement sur le programme First Croisette à plus de 40 000 € du mètre carré, qui impacte déjà de 3 points la progression des prix à l'échelle du département. Donc pour répondre à votre question, je ne vois pas le nom, on est bien hors stationnement à ce prix-là. Vous avez ici le graphique d'augmentation des prix. De manière un petit peu provocatrice, j'ai ajouté la prospective 2021 pour faire réagir, en imaginant que les prix allaient progresser. Sachant que sur ce graphique-là, on est sur bien évidemment uniquement le libre. Y a-t-il d'autres questions intéressantes? Toutes les questions sont intéressantes, vous allez me dire. Bon, je suis désolé, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Écoutez, il est maintenant 10 h passées, 10h10. Je vous propose de nous en arrêter là. Merci infiniment pour la qualité de nos échanges. Je suis bien sûr à votre disposition si vous souhaitez approfondir certains sujets. Pour les abonnés à nos observatoires fil, je vous invite à suivre nos prochaines masterclass de prise en main de l'outil. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. À très vite.